Je suis assis dans ma chambre de cité U à 2 heures du matin et je n'arrive pas à arrêter de penser à ce qui s'est passé il y a 3 jours. Mon colocataire Hugo dit que je réagis de manière excessive. Ma petite amie Manon dit que je dois apprendre à accepter les blagues, mais quelque chose en moi a fondamentalement changé et je ne sais pas si je pourrai un jour revenir en arrière. J'ai 20 ans, je suis en 2e année de licence de gestion à l'université avec une bourse au mérite. Manon a 19 ans, elle est en communication et vient d'une famille très aisée. Nous sortons ensemble depuis 8 mois. C'était bien, ou du moins c'est ce que je pensais. Elle est extravertie, populaire, a toujours quelque chose de prévu. Moi, je suis plus réservé, je travaille à temps partiel à la bibliothèque universitaire pour couvrir les dépenses que ma bourse ne prend pas en charge. On semblait s'équilibrer mutuellement. Manon est à fond dans les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, YouTube. Elle filme toujours quelque chose, pense toujours au contenu. Elle a environ 15 000 abonnés sur toutes les plateformes et parle constamment de son envie de devenir influenceuse. Je l'ai toujours soutenue. Je suis apparu dans certaines de ses vidéos, je l'ai aidé à préparer ses plans, je lui ai donné des idées. Ça ne m'a jamais dérangé parce que je pensais que nous construisions quelque chose ensemble. Il y a 3 jours, nous devions nous retrouver pour déjeuner entre 2 cours. Je suis arrivé à la cafétéria du campus où nous nous retrouvons toujours et elle était déjà à notre table habituelle, mais quelque chose n'allait pas. Elle était assise là, les bras croisés, le visage complètement sérieux, sans aucun sourire quand je me suis approché. Je me suis assis en face d'elle. « Et, ça va ?» Elle m'a regardé pendant un long moment et ses yeux étaient froids d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. « Théo, il faut qu'on parle. » Mon cœur a lâché. Tout le monde sait ce que « il faut qu'on parle » signifie. J'ai dit « d'accord, qu'est-ce qu'il y a ?» Elle a pris une grande inspiration et je jure que des larmes commençaient à se former dans ses yeux. Je ne pense pas que ça marche plus entre nous. Je pense qu'on devrait rompre. Le monde a basculé. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans la poitrine. Quoi? D'où ça vient? J'ai fait quelque chose de mal? Elle a secoué la tête et une larme a coulé sur sa joue. Ce n'est pas toi. C'est juste que je ne ressens plus la même chose. Je pense qu'on veut des choses différentes. Tu es concentré sur tes études et ton boulot, et j'ai besoin de quelqu'un qui puisse suivre mon rythme de vie. J'essayais d'assimiler ça, d'essayer de comprendre comment nous étions passés de « tout va bien » hier à « ronron » aujourd'hui. Manon, on peut en discuter? Si quelque chose ne va pas, on peut s'arranger. Je ne comprends pas ce qui a changé. Rien n'a changé, a-t-elle dit, la voix brisée. C'est ça le problème. Cette relation ne mène nulle part. J'ai besoin de plus. J'ai besoin de quelqu'un qui soit plus. Ça m'a fait mal. Vraiment mal. Je suis boursier parce que ma famille n'a pas les moyens de payer mes études. Je travaille 20 heures par semaine pour couvrir mes frais de vie. Je n'ai pas d'argent pour des rendez-vous luxueux ou des week-ends improvisés. Et soudain, ça faisait de moi quelqu'un de pas assez. J'ai senti les larmes monter à mon tour. Je n'ai pas honte de l'admettre. J'étais dévasté. Je tenais vraiment à elle. Je pensais que nous construisions quelque chose de sérieux. Alors c'est tout? Ma voix a craqué. 8 mois et c'est fini comme ça? Elle a hoché la tête en essuyant ses yeux. Je suis désolé, Théo. Vraiment. Mais oui, je pense que c'est mieux si on arrête maintenant avant que quelqu'un ne souffre davantage. Trop tard pour ça, j'ai pensé. J'avais déjà mal, vraiment très mal. Je me suis levé. Mes mains tremblaient. J'ai dit quelque chose comme « D'accord, je suppose que c'est fini alors » et je suis sorti de la cafétéria. J'ai fait environ 15 mètres avant de devoir m'arrêter juste pour respirer parce que j'avais l'impression que j'allais vomir ou pleurer, ou les deux. Je suis rentré dans ma chambre et je suis resté allongé sur mon lit tout le reste de l'après-midi. Hugo est revenu et m'a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai dit que Manon m'avait quitté. Il m'a dit des mots de soutien et m'a laissé seul. Environ 3 heures plus tard, mon téléphone a commencé à exploser. Des messages de Manon, plein de messages. Oh mon Dieu Théo, je suis tellement désolé. C'était juste un prank. Tu étais censé rigoler. Bébé, allez. Tu sais que je t'aime. Pourquoi tu ne réponds pas? Tu vas vraiment t'énerver pour une blague inoffensive? J'ai fixé ces messages avec incrédulité. Un prank?
Elle a fait semblant de rompre avec moi pour une blague. Je l'ai appelée. Elle a décroché immédiatement en riant. Oh mon Dieu, tu aurais dû voir ta tête. On aurait dit que quelqu'un était mort. Je n'ai pas pu parler pendant une seconde. Quand je l'ai fait, ma voix était plate. Ce n'était pas drôle. Bien sûr que si, c'était drôle. Allez Théo, détends-toi. C'était juste une blague. Tu es tellement sérieux tout le temps. Tu m'as fait croire que notre relation était finie. Tu as pleuré. Tu m'as dit que je n'étais pas assez bien. Mais ce n'était pas réel. Elle riait encore. C'est ça qui rend la chose drôle. Je ne pensais rien de tout ça. Mon Dieu, tu ne comprends pas l'humour? Je lui ai dit que j'avais besoin d'espace. Elle s'est agacée. Elle a dit que je faisais mon mélodramatique, qu'elle essayait juste de s'amuser. J'ai raccroché. C'était il y a 3 jours. Elle envoie des textos constamment, parfois pour s'excuser, parfois pour me dire que je réagis trop fort, parfois en essayant d'être douce et romantique comme si de rien n'était. Mais voilà le truc, quelque chose en moi s'est brisé pendant cette conversation. Quand je pensais qu'elle me quittait, j'ai ressenti cette perte dévastatrice. Mais maintenant, sachant que c'était un prank, je ne ressens plus rien. Ni soulagement, ni joie qu'elle veuille rester avec moi. Juste rien. Je ne cesse de me demander, quel genre de personne trouve drôle de faire ressentir ce genre de douleur à quelqu'un qu'elle est censée aimer? Quel genre de personne filme l'effondrement émotionnel de quelqu'un? Parce que Hugo m'a dit qu'il avait vu qu'elle enregistrait avec son téléphone quand il était passé devant la cafétéria par hasard. Hugo dit que je devrais la larguer. Ma sœur Camille, qui est conseillère d'orientation psychologique, dit que c'est un énorme signal d'alarme, mais Manon continue de dire que j'exagère, que c'était inoffensif, que les couples se font des pranks tout le temps. Première mise à jour. Hier, j'étais à la bibliothèque en train de réviser quand mon téléphone a vibré. Un message d'une fille nommée Emma qui est dans mon cours de psychologie sociale. Nous ne sommes pas des amis proches, juste des camarades sympas qui révisent parfois ensemble. Le message disait « Eh, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Ça va ?» C'était vraiment naze. Je n'avais aucune idée de quoi elle parlait. Je lui ai répondu en demandant ce qu'elle voulait dire. Elle m'a envoyé un lien TikTok. J'ai cliqué et mon estomac s'est noué. C'était le compte de Manon. La vidéo avait été postée il y a 2 jours, le jour même du prank. La légende disait, quand ton mec ne comprend pas l'humour couple goal prankoir drama. La vidéo était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Elle commençait par elle installant son téléphone sur la table de la cafétéria, puis on me voyait arriver et m'asseoir. On pouvait voir toute la conversation. Elle me disant qu'elle voulait rompre, moi devenant visiblement bouleversé, les larmes dans mes yeux, ma voix qui craquait quand je demandais ce que j'avais fait de mal. Et à la fin, après que je sois parti, la caméra pivotait vers son visage et elle souriait sincèrement. Puis elle faisait un clin d'œil à la caméra et la vidéo se coupait. La vidéo avait 50 000 vues. 50 000 personnes m'avaient regardé vivre ce que je pensais être l'un des pires moments de ma vie. Les commentaires étaient un mélange de gens trouvant ça hilarant et de gens la traitant de cruelle. Elle avait répondu à certains commentaires en se défendant, disant que c'était juste pour rire et qu'il s'en était remis. Sauf que je ne m'en étais pas remis. Et maintenant je savais pourquoi. Parce que ce n'était pas un prank spontané qui était allé trop loin. C'était prémédité. Elle avait installé son téléphone. Elle avait tout planifié spécifiquement pour filmer ma réaction, pour faire du contenu, pour obtenir des vues, des likes et des abonnés. Je me suis senti mal, physiquement mal. J'ai couru aux toilettes et j'ai vomi. Quand je suis rentré à la cité U, Hugo a vu ma tête et a demandé ce qui se passait. Je lui ai montré la vidéo. Il l'a regardée, son expression devenant de plus en plus furieuse à chaque seconde. Mec, a-t-il dit quand c'est fini, c'est de la maltraitance. Tu le sais, n'est-ce pas? C'est de la violence psychologique. J'ai essayé de dire que c'était juste un prank, mais même en le disant, je savais que ça sonnait faux. Hugo a ouvert son ordinateur et a commencé à me montrer des articles sur la manipulation émotionnelle, sur les comportements narcissiques, sur les gens qui utilisent leurs relations pour du contenu social. Regarde ça, a-t-il dit en pointant son écran. Manipulation émotionnelle délibérée, utilisation de moments intimes pour le divertissement public sans consentement, gaslighting pour te faire croire que ta réaction émotionnelle normale est le problème. Théo, c'est exactement ça.
J'ai appelé ma sœur Camille. Elle a fini son master de psychologie il y a 1 an et travaille comme conseillère dans un lycée. Je lui ai tout raconté, le prank, la vidéo, les réactions de Manon. Il y a eu un long silence au téléphone. Puis Camille a dit, « Théo, je veux que tu m'écoutes attentivement. Ce qu'elle a fait relève de la violence psychologique. Le fait de filmer et de poster sans ton consentement est potentiellement du harcèlement. Tu dois aller parler à quelqu'un au centre de consultation psychologique de l'université aujourd'hui. » Je n'avais jamais entendu ma sœur être aussi sérieuse. D'habitude, elle est relaxe, elle plaisante, mais là, sa voix était ferme et professionnelle. Et Théo, a-t-elle ajouté, tu dois rompre avec elle. Pas seulement à cause du prank, mais à cause de ce que ce prank révèle sur qui elle est en tant que personne. Les gens qui t'aiment ne traitent pas ta douleur comme un divertissement. Après avoir raccroché, je suis resté assis sur mon lit pendant un moment à réfléchir. Puis j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a des jours. J'ai parcouru le compte TikTok de Manon correctement. Il y avait d'autres vidéos, pas aussi dramatiques que la rupture, mais similaires. Une où elle oubliait mon anniversaire et me filmait l'air déçu avant de révéler qu'elle avait en fait prévu une fête. Une où elle me disait que mon t-shirt préféré m'allait super mal et me filmait en train de perdre confiance en moi avant de dire qu'elle plaisantait. Une où elle prétendait avoir perdu la bague de ma grand-mère que je lui avais montrée. Ma grand-mère est morte il y a 2 mois et me filmait en train de paniquer avant de révéler qu'elle rigolait. Chacune d'elles avait des milliers de vues. Chacune d'elles avait des commentaires de ses abonnés disant à quel point les réactions de son copain étaient drôles, à quel point j'étais dramatique, à quel point je devais me détendre. Je savais qu'elle filmait du contenu. Je savais qu'elle voulait être influenceuse. Ce que je ne savais pas, c'est que je n'étais pas son petit ami. J'étais son contenu. Mes émotions, mes vulnérabilités, ma douleur, tout cela n'était que du matériel pour sa marque sur les réseaux sociaux. J'ai appelé Manon. Elle a décroché tout excitée. « Et bébé, t'as vu ma vidéo ? Elle marche trop bien. Je t'avais dit que ce serait fun. Supprime-la. » Ma voix était froide et plate. Je ne la reconnaissais pas à quoi. Elle avait l'air confuse. Supprime la vidéo de moi maintenant. Je n'ai pas consenti à être filmé. Je n'ai pas consenti à ce que ce soit posté en ligne. Supprime-la. Oh mon Dieu, Théo. Tu es tellement dramatique. C'est juste TikTok. Tout le monde fait des pranks à son mec. Je ne suis pas le mec de tout le monde. Je suis le tien. Ou je l'étais. Et tu as utilisé mes vraies émotions, ma vraie douleur, pour le divertissement, pour des vues. Tu as installé une caméra et tu m'as délibérément fait du mal pour pouvoir le filmer. Je ne t'ai pas fait de mal. C'était une blague. Manon, j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré. Je pensais que je te perdais. Et toi, tu souriais à la caméra. Silence. Alors tu vas vraiment rompre avec moi pour ça après tout ce qu'on a vécu ? Après tout ce qu'on a vécu ? Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Après tout ce que j'ai fait, j'ai soutenu ton contenu. Je t'ai aidé avec tes idées. J'étais dans tes vidéos quand tu le demandais. Et c'est comme ça que tu me remercies ? En faisant de moi une risée publique ? Tu es juste énervé parce que la vidéo te montre émotif. Tu as honte. Je suis énervé parce que la personne en qui j'avais confiance a utilisé mes émotions contre moi. Il y a une différence. J'ai raccroché. J'ai bloqué son numéro. Je l'ai bloqué sur tous les réseaux sociaux. Puis j'ai pris rendez-vous avec le service de santé étudiante pour demain. Hugo a commandé des pizzas et nous avons passé la soirée ensemble, sans en parler. Mais avant que j'aille me coucher, il a dit quelque chose qui m'est resté, tu sais à quoi ressemblent les relations saines ? On n'y a pas peur des blagues de l'autre. On n'y est pas filmé sans consentement. Ta douleur n'y est pas le divertissement de quelqu'un d'autre. Il avait raison. Je sais qu'il avait raison. J'aurais juste aimé le voir plus tôt. Deuxième mise à jour. J'étais au foyer des étudiants en train de réviser quand quelqu'un s'est assis en face de moi. J'ai levé les yeux et j'ai vu Sarah, la meilleure amie de Manon depuis la première année. Elles sont colocataires. Elles font tout ensemble. Elle avait l'air nerveuse, tripotant son gobelet de café. « Salut Théo. On peut parler ? » Honnêtement, je pensais qu'elle était là pour défendre Manon, pour me dire que j'exagérais ou que j'étais méchant. J'ai dit, si tu es là pour me dire de lui pardonner, c'est non.
Elle m'a coupé. Sa voix était basse mais ferme. Je suis là pour te montrer quelque chose. Mais tu dois me promettre que tu ne diras pas à Manon que c'est moi qui te l'ai montré. Elle a sorti son téléphone et a ouvert un dossier. Manon me documentait depuis le début de notre relation, et pas seulement pour les trucs TikTok. Tout. Elle m'a montré vidéo après vidéo, photo après photo, des moments privés que je pensais n'être qu'entre nous. Moi parlant des difficultés financières de ma famille. Moi me confiant sur le divorce de mes parents quand j'étais gosse. Moi en train de pleurer après avoir raté un examen important. Moi faisant une crise d'angoisse avant une grosse présentation. Tout était filmé. Tout était enregistré dans un dossier privé sur le téléphone de Manon étiqueté contenu Théo. J'ai eu l'impression de ne plus pouvoir respirer. Pourquoi tu me montres ça? Sarah a baissé les yeux vers son café. Parce que j'en ai marre d'être complice. Je la regarde faire ça depuis des mois en me disant que c'était sa relation, que ce n'était pas mes oignons. Mais après qu'elle a posté cette vidéo de rupture sans ton consentement, après avoir vu combien de gens la critiquaient et qu'elle en riait juste. Elle m'a regardé à nouveau. Ce n'est pas normal. Tu mérites de savoir. Elle a fait défiler d'autres fichiers. Il y avait des conversations par SMS entre Manon et sa mère où Manon se plaignait que j'étais trop ennuyeux, mais disait que j'étais un bon entraînement pour ses compétences en création de contenu. Il y avait des messages entre Manon et d'autres amies influenceuses parlant de la façon de fabriquer des moments authentiques avec leurs partenaires. Il y avait même un tableur, un vrai tableur Excel suivant quel type de vidéo de prank obtenait le plus d'engagement, lesquelles de mes réactions émotionnelles fonctionnaient le mieux auprès de son audience. J'ai fixé ce tableur et quelque chose en moi s'est simplement brisé. Pas brisé comme avant, mais brisé comme un sort qui se rompt, comme si je me réveillais d'un cauchemar. Il y a plus, a dit Sarah doucement. Manon avait un petit ami avant toi. En terminale. Il s'appelait Nicolas. Elle lui a fait la même chose. Des pranks, filmer les réactions, posters sans consentement. Il a fini par changer de lycée parce que les gens n'arrêtaient pas d'en parler. Elle m'a montré l'Instagram de Nicolas. Il avait posté sur son expérience l'année dernière, racontant comment une relation toxique avait affecté sa santé mentale. J'ai lu ses posts et c'était comme lire ma propre histoire. Les mêmes tactiques de manipulation. Les mêmes défenses, c'est juste une blague. La même humiliation publique déguisée en divertissement. Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant, ai-je demandé à Sarah. Elle avait l'air honteuse. Parce que je pensais que tu étais différent. Je pensais que peut-être avec toi, elle finirait par tenir à quelqu'un plus qu'à son contenu. Et quand j'ai réalisé que j'avais tort, tu étais déjà trop investi. Elle a marqué une pause. Je suis désolé. J'aurais dû te prévenir. Je lui ai demandé pourquoi elle venait me voir maintenant. Elle a dit, parce qu'hier, Manon m'a dit sa prochaine idée de prank. Elle allait simuler une peur de grossesse. Installer des caméras cachées dans ta chambre. Filmer ta réaction quand elle t'annoncerait qu'elle était peut-être enceinte. Elle était excitée à l'idée de voir à quel point ça pourrait devenir viral. Je me suis senti mal à nouveau. Ce n'est pas un prank. C'est juste de la cruauté. Je sais. Sarah m'a regardé droit dans les yeux. C'est pour ça que je suis là. J'ai des copies de tout. Les vidéos, les textes, le tableur. Si tu veux la signaler à l'université pour harcèlement, je témoignerai. Si tu veux porter plainte, je serai ton témoin. J'ai fini de la protéger. Après le départ de Sarah, je suis allé directement au centre de consultation et j'ai demandé une séance d'urgence avec le docteur Morel, le conseiller que j'avais vu. Je lui ai montré tout ce que Sarah m'avait donné. Le docteur Morel a regardé les vidéos en silence. Quand elle a fini, elle m'a regardé avec une expression d'inquiétude professionnelle mêlée à une véritable colère. Théo, c'est l'un des exemples les plus clairs de violence psychologique systématique que j'ai vu en 15 ans de métier. Ce n'est pas un prank qui est allé trop loin. C'est une manipulation calculée sur une longue période. Elle m'a expliqué que ce que Manon faisait avait un nom, l'exploitation narcissique. Utiliser des relations intimes pour nourrir son besoin d'attention et de validation, sans aucun égard pour le bien-être émotionnel de l'autre. Le fait qu'elle ait documenté tes vulnérabilités et tenu un tableur sur tes réactions, a dit le docteur Morel, montre que ce n'était pas un comportement impulsif. C'était stratégique. Tu n'as jamais été son partenaire. Tu étais sa source de contenu.
Elle m'a recommandé de déposer une plainte formelle auprès de la direction de la vie étudiante de l'université. Elle a précisé que filmer quelqu'un sans son consentement dans des moments intimes ou émotionnels, puis le poster publiquement, constitue un harcèlement selon le code de conduite des étudiants. J'ai déposé la plainte hier, soumis toutes les preuves que Sarah m'a données, plus les vidéos TikTok, plus mon propre témoignage sur son schéma de comportement. L'université a pris ça très au sérieux. Vraiment très au sérieux. J'ai reçu un appel ce matin du bureau du doyen. Ils ouvrent une enquête formelle. Manon est convoquée pour une audience disciplinaire. S'ils la jugent coupable de violation du code de conduite, elle risque une suspension ou une expulsion. Manon ne le sait pas encore. Elle essaie de me contacter via des amis, via des comptes secondaires, elle s'est même pointée à ma chambre hier, mais Hugo lui a dit que je n'étais pas là. Elle pense que je suis juste têtu à propos de la rupture. Elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. Mise à jour finale. L'enquête de l'université est allée vite une fois qu'ils ont vu les preuves. Le témoignage de Sarah, celui de Nicolas, le schéma de comportement documenté. Ça dressait un portrait limpide. L'audience disciplinaire a eu lieu 2 semaines après que j'ai déposé plainte. J'ai dû témoigner. Sarah aussi. Nicolas aussi, par appel vidéo puisqu'il est dans une autre école maintenant. Le conseil a examiné toutes les vidéos, le tableur, les conversations SMS. Ils ont regardé les vidéos TikTok. Ils ont analysé le schéma de répétition. La défense de Manon était celle à laquelle on pouvait s'attendre, c'était juste des trucs de couple, les couples se font des pranks, il est juste énervé parce qu'on a rompu. Mais ensuite, ils lui ont montré le tableur. Son propre tableur. Celui où elle avait littéralement classé mes réactions émotionnelles par indicateur d'engagement, suivi quelle vulnérabilité fonctionnait le mieux auprès de son audience, planifié du contenu futur basé sur ce qui générait le plus de vues. Le président du conseil lui a demandé de but en blanc, « Mademoiselle, comprenez-vous la différence entre une relation et de la création de contenu ?» Elle a essayé de soutenir que tous les influenceurs utilisent leur vie pour du contenu, que c'est normal pour sa génération, que tout le monde filme tout maintenant. Le président l'a coupé. Monsieur n'a pas consenti à être filmé pendant des moments intimes et vulnérables. Il n'a pas consenti à ce que ces moments soient postés publiquement. Vous avez documenté sa douleur de manière systématique pour votre propre bénéfice. Ce n'est pas de la dynamique de couple. C'est de l'exploitation. Le verdict est tombé 3 jours plus tard. Manon a violé plusieurs sections du code de conduite étudiant, harcèlement, enregistrement non consenti, création d'un environnement hostile. L'université l'a suspendue pour le reste de l'année universitaire. Elle doit suivre une thérapie avant de pouvoir être réadmise et il y a une ordonnance de non-contact. Elle n'est pas autorisée à me contacter par quelque moyen que ce soit, sous peine d'expulsion définitive. Mais les conséquences ont dépassé l'université. Rappelez-vous que j'avais mentionné que Manon avait un stage de prévu, un poste en marketing dans une boîte de réseaux sociaux de taille moyenne pour l'été, qui pouvait mener à un job après son diplôme. C'était l'opportunité de ses rêves, le tremplin pour sa carrière d'influenceuse. L'entreprise a trouvé les vidéos TikTok, a trouvé celles qu'elle avait supprimées mais que des gens avaient sauvegardées et repostées. Ils ont trouvé des captures d'écran d'elle défendant son comportement dans les commentaires. Leur département RH a décidé que quelqu'un qui montrait un tel manque d'empathie et un mépris total du consentement ne correspondait pas aux valeurs de leur entreprise. Ils ont annulé son offre de stage. Ses parents ont appris la nouvelle, pas par elle, mais par la notification de suspension de l'université. Selon Sarah, qui est devenue une bonne amie depuis, ils ont d'abord soutenu Manon, jusqu'à ce qu'il regarde vraiment les vidéos et voit le tableur. Sa mère l'a traité de méconnaissable et a dit qu'il ne l'avait pas élevée pour traiter les gens de cette façon. Il l'oblige à revenir vivre chez eux pendant la période de suspension. Plus d'appartement, plus d'argent de poche. Son groupe d'amis a explosé. Beaucoup de gens se doutaient que Manon était toxique mais suivaient le mouvement parce qu'elle était populaire et fun. Une fois que Sarah s'est manifestée et que l'enquête est devenue publique, d'autres ont commencé à partager leurs propres expériences. Des histoires sur la façon dont Manon fabriquait des drames, comment elle montait ses amis les uns contre les autres pour du contenu, comment tout tournait toujours autour de sa marque. Elle a perdu environ 12 000 abonnés depuis que tout ça a commencé. Les gens ne veulent pas soutenir une influenceuse dont le contenu est basé sur la violence psychologique. Ses commentaires sont inondés de gens qui la dénoncent. Il y a 2 semaines, elle a essayé de me contacter via un faux compte Instagram, m'a envoyé un long message disant qu'elle avait compris la leçon,
qu'elle voulait discuter et peut-être repartir sur de nouvelles bases quand elle reviendrait à la fac. J'ai fait une capture d'écran du message et je l'ai transmise au bureau du doyen comme preuve de violation de l'ordonnance de non-contact. Je l'ai aussi envoyé au docteur Morel, ma conseillère, qui l'a ajouté à mon dossier documentant son comportement. L'université a ajouté un semestre supplémentaire à sa suspension. Quant à moi, je vais mieux que je ne l'aurais pensé. Le centre de consultation du campus m'a mis en contact avec un groupe de soutien pour les étudiants ayant vécu des violences psychologiques dans leurs relations. Il s'avère que je ne suis pas seul. Il y a tout un groupe d'entre nous qui apprend à reconnaître les signaux d'alarme et à reconstruire la confiance en soi. Je vois le docteur Morel chaque semaine. Elle m'a aidé à comprendre que ce que j'ai vécu n'était pas juste une mauvaise relation. C'était une exploitation systématique. Que la raison pour laquelle je me sentais si confus et coupable était que c'est ce que fait la manipulation, elle vous fait douter de votre propre réalité. Il y a environ 3 semaines, je révisais à la bibliothèque quand Emma, la camarade qui m'avait envoyé le lien TikTok au début, s'est assise à ma table. On a commencé à parler, à vraiment parler. Elle m'a dit qu'elle avait envie de me proposer de sortir depuis des mois, mais qu'elle ne l'avait pas fait parce que j'étais avec Manon. On a eu 4 rendez-vous. De vrais rendez-vous où on parle de choses vraies, où on rit de vraies blagues et où personne ne filme personne sans consentement. Elle est en psycho comme Hugo, passionnée par la défense de la santé mentale, et elle pense que mes émotions sont quelque chose à respecter, pas à monétiser. C'est le début, mais c'est sain. Et après Manon, le sain semble révolutionnaire. Hugo est devenu mon meilleur ami à travers tout ça. Nous avons créé une association sur le campus appelée Vrai Dialogue qui se concentre sur l'éducation aux relations saines et la reconnaissance de la violence psychologique. Nous avons eu 2 réunions jusqu'à présent avec environ 30 étudiants à chaque fois. Apparemment, il y avait un besoin pour cette conversation sur le campus. Nicolas et moi sommes restés en contact. Il va bien dans sa nouvelle école, suit une thérapie, et a une petite amie qui le traite avec un réel respect. Il m'a dit que me voir prendre la parole l'avait aidé à digérer sa propre expérience, que savoir qu'il n'était pas seul avait fait toute la différence. La semaine dernière, je marchais sur le campus et j'ai vu Manon de loin. Elle était avec des gens que je ne connaissais pas, probablement en train de se faire de nouveaux amis puisque les anciens l'ont lâchée. Elle m'a vu au même moment. Pendant une seconde, on s'est juste regardé. Je n'ai pas ressenti de colère. Je n'ai pas ressenti de tristesse. Je n'ai rien ressenti, à part du soulagement en me disant qu'elle n'est plus mon problème.